L'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame en 2019 a été une tragédie aussi bien sur le plan émotionnel que patrimonial, tout en offrant une opportunité scientifique inédite à l'ère du numérique. L'effondrement partiel des voûtes et de la charpente, ainsi que les éléments carbonisés jonchant les sols, témoignent de la violence du feu et de la fragilité des matériaux. Cependant, au-delà de ce constat, cet événement a marqué un tournant crucial pour la recherche interdisciplinaire. Cette catastrophe a permis de lancer une étude approfondie des différents aspects structurels et matériels de l'édifice. Parmi les premiers objectifs, l'acquisition des connaissances sur les matériaux présents avant l'incendie était primordiale. Chaque fragment effondré, chaque élément architectural devient ainsi un précieux témoignage archéologique essentiel à la compréhension et à la restauration du monument. Les recherches se sont concentrées également sur l'analyse des matériaux partiellement conservés. Les efforts se concentrent désormais sur l'extraction d'informations à partir de ces vestiges, avec des analyses physico-chimiques permettant d'étudier leur évolution face au temps et bien sûr face aux incendies. Parallèlement, les technologies numériques avancées sont mobilisées pour modéliser et reconstituer l'ensemble du site, permettant d'examiner la structure sur des angles géométriques, structurels et acoustiques. Cette approche multifactorielle contribue à une meilleure compréhension de l'intégrité physique de l'édifice, tout en intégrant des aspects aussi divers que l'acoustique de l'espace, essentiel pour la restauration de l'expérience sensorielle du lieu. Mais Notre-Dame n'est pas qu'une structure physique, elle représente un patrimoine partagé. L'étude de cette dimension émotionnelle est tout aussi importante dans le cadre de la recherche. L'incendie a provoqué une onde de choc mondial, suscitant une forte connexion émotionnelle avec des millions de personnes. Cela soulève la question de l'impact patrimonial au-delà de la matérialité de l'édifice, rendant l'enjeu encore plus complexe. Il s'agit d'étudier à la fois l'objet architectural et les liens émotionnels qu'il génère. Le chantier scientifique national Notre-Dame, coordonné par le CNRS et le ministère de la Culture, illustre cette mobilisation collective. Plus de 175 chercheurs répartis en 50 unités de recherche et organisés en 9 groupes de travail explorent des thématiques variées ayant des matériaux comme le bois, le métal, la pierre, les vitraux, à des sujets plus abstraits tels que l'acoustique, les émotions patrimoniales et les données numériques. Une telle approche interdisciplinaire et diachronique est indispensable pour relever les défis complexes que soulève un projet d'une telle ampleur. Enfin, la collaboration est au cœur de cette entreprise. De nouveaux modes de travail ont été mis en place, permettant à des experts de disciplines diverses de croiser leurs perspectives autour d'un objet commun. Et cette synergie est essentielle non seulement pour reconstruire une cathédrale, mais également pour restaurer le savoir et l'histoire qu'elle incarne. L'incendie de Notre-Dame a mis en lumière un défi fondamental. Comment transformer la confrontation entre objets matériels et savoir multidisciplinaire en un véritable terrain de coproduction scientifique. Il ne s'agit pas simplement d'analyser des fragments de pierre, de bois, de métal, mais bien d'intégrer des perspectives variées, archéologiques, chimiques et de conservation, dans une démarche commune de compréhension. Un des grands enjeux de notre époque numérique est de créer des passerelles entre les propriétés physiques des objets et les connaissances collectives qui leur sont associées. Comment documenter, enregistrer, puis surtout analyser les interactions complexes entre les matériaux et les savoirs,
tout en garantissant la conservation de leur mémoire à travers les technologies numériques. Ces questionnements restent au cœur de notre travail. Les projets de recherche que nous menons, qui est financé par l'ERC, soulèvent une autre interrogation. Comment développer un cadre scientifique qui allie la production de données multidimensionnelles et la synthèse des connaissances pluridisciplinaires? Étendu jusqu'en 2027, ces projets cherchent à établir un nouveau domaine de recherche capable de repousser les frontières des sciences du patrimoine en intégrant des approches jusque-là dissociées. Notre ambition est de créer un écosystème numérique dynamique, c'est-à-dire un système qui essaie de résoudre une question fondamentale, comment fusionner la représentation évolutive de la cathédrale à différentes échelles avec celle des connaissances scientifiques qui en découlent. Il ne s'agit pas uniquement de représenter l'édifice en tant que structure physique, mais de capturer les flux de savoir qui se croisent autour de lui, pour en faire un véritable réservoir de connaissances partagées. Pour réaliser cet objectif, nous avons conçu une méthodologie qui se décompose en deux grandes phases. La première, illustrée ici sur cette diapositive, se concentre sur la production de données enrichies sur les plans sémantiques. L'idée est de documenter toutes les étapes, depuis la formulation des questions scientifiques par les chercheurs jusqu'à la production des données et au-delà, jusqu'à la création de nouvelles connaissances. Si vous suivez les flux sur la diapositive de gauche à droite, vous pouvez voir comment ce processus se déroule. Imaginez un groupe d'acteurs, scientifiques des matériaux, des historiens, travaillant sur l'étude de l'arc de la nef. Tout commence par la collecte des données sur le terrain. Ensuite, une fois que les données collectées sont collectées, on passe à la sélection d'un corpus d'éléments. Et cela peut inclure, comme on le voit ici, des fragments de pierre ou d'autres éléments architecturaux tels que les claveaux qui sont collectés et analysés. Nous passons alors à l'étude des caractéristiques de ces éléments sélectionnés. Cette phase consiste à noter et à modéliser et à comprendre les éléments sur un plan scientifique et technique. Une autre étape de ce processus est l'anastylose numérique, qui est une reconstitution virtuelle de ces éléments d'architecture dans leur état initial ou hypothétique. Et comme on peut voir sur cette diapositive, cette méthode permet de reconstituer l'arc en intégrant différentes données provenant donc de plusieurs sources, en créant ainsi une hypothèse numérique sur la géométrie initiale de l'arc. Nous arrivons enfin à la phase finale de l'anastylose physique, où les éléments sont assemblés, et cette fois-ci de manière tangible, comme le montrent ces images. Tout au long de ce processus, un des points clés de notre méthodologie est l'ajout d'informations sémantiques à chaque étape. Cela signifie que pour chaque question posée, chaque donnée produite, chaque décision prise, une couche sémantique est intégrée aux données. Et cette couche permet de tracer les parcours des participants et de documenter la construction collective du savoir du point de départ des questions scientifiques jusqu'à l'intégration finale des connaissances. Cette approche enrichit considérablement les données en leur ajoutant un sens, aussi une dimension historique, scientifique et humaine. La deuxième phase de notre projet, qui est tournée davantage vers la prospective, se concentre sur l'analyse des données produites. Nous cherchons à établir un lien entre les différentes représentations du même objet matériel, qu'il soit représenté sous forme numérique ou à travers ces divers états temporels. Cette approche est essentielle pour saisir l'évolution de ces objets dans les temps et selon diverses perspectives disciplinaires. Alors prenons un exemple, une poutre qui est modélisée en 3 dimensions et qui est utilisée pour étudier son comportement mécanique.
Cette modélisation permet de comprendre comment la poutre réagit aux charges et aux forces, tant avant qu'après l'incendie. Et par ailleurs, cette même poutre est liée à un relevé qui a été réalisé avant l'incendie, dans un cadre d'études et de documentation. Et cette double représentation, à deux moments distants, illustre bien la multiplicité des regards et des représentations qui sont portés sur le même objet. Or, cet élément traverse plusieurs états temporels, marqués ici par T1, T0, T1, T2. Et cette chronologie permet d'étudier avant-après les sinistres en examinant l'évolution de ces caractéristiques. Après l'incendie, donc la poutre, ou plutôt ce qu'il en reste, est analysée afin de déterminer la provenance et la datation du bois. Et de plus, un autre élément de la structure, comme par exemple ces clous qu'on voit attachés à la poutre, est étudié en parallèle. En effet, les éléments en fer forgé sont aussi étudiés, classifiés, analysés pour mieux comprendre l'évolution des techniques de construction et des matériaux utilisés à l'époque. Alors, un des objectifs majeurs de cette phase est donc d'explorer les liens entre des objets matériels et des objets de connaissance. La numérisation joue ici un rôle central, car elle permet de naviguer à travers les dimensions de la forme, de l'espace et du temps. Et en passant d'une représentation matérielle à une autre, nous avons la possibilité d'explorer et de structurer les champs de connaissances, tout en mettant en lumière les différentes perspectives disciplinaires qui convergent autour du même objet. Et cette méthode, qui intègre des données provenant de plusieurs disciplines, permet ainsi d'enrichir la compréhension globale de l'objet d'étude. En fin de compte, l'approche nous amène à une nouvelle compréhension de ces objets. Bien qu'ils puissent sembler statiques et ancrés dans le passé, ils révèlent en réalité une pluralité des perspectives à travers les différentes disciplines qui les étudient. Que ce soit en architecture, en histoire, en physique, en chimie des matériaux, chaque domaine apporte une contribution unique à l'analyse de ces objets. Et c'est précisément cette diversité des points de vue que nous cherchons à capturer et à analyser au cours de cette deuxième phase du projet. Pour soutenir cette ambition, notre groupe de travail a, dès les premiers mois après l'incendie, initié l'intégration d'une plateforme logicielle destinée à centraliser, enrichir, spatialiser des données hétérogènes. Cette initiative a permis de fédérer plusieurs acteurs de la recherche, principalement français mais aussi internationaux, spécialisés dans la numérisation du patrimoine. L'objectif principal était de réunir, au sein d'un écosystème commun, des logiciels issus des différents laboratoires, tout en garantissant leur ouverture et leur réutilisabilité, afin de gérer l'ensemble du cycle de vie des données. Nous avons fait le choix de développer un environnement entièrement basé sur des technologies web, donc qui fonctionnent sur Internet, un choix d'autant plus pertinent dans le contexte de confinement lié à la pandémie, qui a renforcé l'utilisation de ces technologies. Cette approche favorise également l'interopérabilité entre les différents outils employés. L'interopérabilité est cruciale pour permettre aux données produites par les différents acteurs du projet d'être intégrées dans un système cohérent et uniforme. Sur cette diapositive, plusieurs logiciels et outils intégrés dans la plateforme sont présents. Par exemple, Esmeralda est un outil qui était dédié à l'ingestion des données. Il joue le rôle fondamental de la centralisation de toutes les informations produites, qu'il s'agisse des données géométriques ou photographiques ou des sources documentaires. OpenTeso, qui permet la gestion de vocabulaire contrôlé, donc des thésauries. Ce sont ces ensembles de termes spécifiques au projet qui sont déclinés en fonction des différents secteurs thématiques. Archeogrid, qui est un outil conçu pour l'indexation et la catégorisation des données. Cet outil permet, par exemple, de classer
tous les objets numériques en fonction des schémas des métadonnées personnalisées, assurant une organisation claire et adaptée aux informations. Aioli, quant à lui, est un outil collaboratif qui permet l'annotation des ressources en 2 dimensions ou en 3 dimensions. La plateforme intègre également 3D Hop, qui est un outil d'analyse interactive d'objets numérisés en 3D, facilitant ainsi l'examen détaillé, très détaillé des vestiges, et les Viewer NDP, qui offrent une visualisation multimodale, incluant aussi l'analyse des scènes quadridimensionnelles. Et cette fonctionnalité permet de superposer plusieurs représentations 3D appartenant à différentes périodes temporelles. C'est un outil essentiel pour étudier l'évolution des espaces et des objets dans le temps. Les ressources numériques collectées au sein de notre plateforme couvrent un large éventail d'états temporels, ainsi que des typologies de données, continuent de croître à ce jour. Les images présentées ici illustrent bien cette diversité et l'évolution des données au fil du temps. Sur les premières images, à gauche, nous observons la nef de la cathédrale avant et après l'incendie du 2019. Ces clichés constituent un exemple parmi plus de 200 000 photographies collectées, non seulement avant et après les sinistres, mais également tout au long des opérations de mise en sécurité et de restauration. En plus de ces images, nous avons également collecté beaucoup de nuages de points 3D, donc des lasergrammétries 3D obtenus par laser, qui documentent la structure de la cathédrale avec une précision remarquable. Parmi ces données géométriques, le relevé laser réalisé par Andrew Talon, un professeur du Vassar College de New York, quelques années avant l'incendie, s'est révélé crucial pour la reconstruction des parties détruites et endommagées. À cela s'ajoutent plus de 300 dessins techniques réalisés à différentes périodes avant l'incendie, ainsi que plus de 5000 sources documentaires provenant des archives, couvrant différents aspects de la construction des transformations successives de la cathédrale. Sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez observer des images des étapes post-incendie. La récupération des débris ou des vestiges, leur identification, leur inventaire, puis l'étude scientifique. Ces étapes illustrent le travail minutieux qui était mené par les chercheurs pour analyser chaque fragment, enrichissant ainsi le corpus de données scientifiques, qui devient un élément central de la connaissance, même bien au-delà de la restauration. En parallèle du chantier de restauration, le chantier scientifique a généré et continue de générer une grande quantité de données dans des domaines aussi variés que les matériaux, la structure, l'acoustique ou encore l'anthropologie. Un des défis majeurs était de structurer et d'identifier des données de manière cohérente en collaboration avec les différents groupes d'études impliqués. Il est important de souligner qu'une charte a été établie par les CNRS et le ministère de la Culture qui garantit que l'ensemble de ces données sera progressivement mis en accès libre sur Internet une fois la période d'embargo terminée, c'est-à-dire la fin du projet scientifique, donc la fin de 2024. Pour traiter et décrire ces données, nous avons entrepris un dialogue très étroit avec les producteurs des données eux-mêmes. L'objectif est de définir au sein de cet espace de données les relations entre les objets matériels, les domaines des connaissances, les objectifs de la recherche et les différents protocoles d'études. Alors, prenons d'abord les secteurs consacrés à la charpente, souvent désignés sous le nom de la forêt, en raison de la quantité colossale des bois nécessaires à sa construction. Ici, nous nous focalisons sur des éléments structurants en bois ou en métal, des couvertures de la cathédrale, et ces secteurs incluent bien sûr des échantillons matériels, des restes récupérés par l'incendie, ainsi que des détails techniques et constructifs relatifs aux charpentes. Ces éléments sont soumis à des analyses variées dans les domaines
dans des domaines tels que l'archéologie, l'archéométrie ou encore l'ingénierie. Des objectifs de recherche vont de l'étude des techniques médiévales des charpenteries à la datation du bois utilisé, en passant par l'analyse du comportement mécanique des structures et aussi des éléments prévus pour la restauration. Il est important de noter que ces analyses croisent plusieurs profils disciplinaires, réunissant des archéologues, des chimistes, des ingénieurs. La deuxième section du tableau, donc celle qui est là, se concentre sur les voûtes fondrées, y compris le voussoir et les claveaux de nervures. Ici aussi, les disciplines impliquées sont multiples, allant de l'anthropologie à la géologie, en passant par les sciences des matériaux. Notre approche ne consiste donc pas seulement à archiver les données de manière passive, qu'il s'agisse des textes, des dessins. Nous nous efforçons de construire encore plus de données intimement liées au contexte qui les ont produites. Donc nous cherchons à couvrir un spectre très large d'activités qui reflètent l'articulation entre les chantiers de restauration et les chantiers scientifiques. Par exemple, nous intégrons à notre base des données non seulement des diagnostics réalisés après l'incendie, qui sont sur cette partie-là, ainsi que les recommandations faites pour les interventions de restauration à l'échelle globale de la cathédrale, mais aussi des données qui se concentrent souvent sur des sections très restreintes de l'édifice, avec des perspectives de connaissances qui sont vraiment plus à long terme que les préoccupations immédiates du chantier, comme par exemple l'étude du climat au Moyen-Âge. Prenons un exemple concret, celui des charpentes en bois. Sur cette diapositive, vous pouvez voir la reconstruction numérique réalisée par notre groupe de travail sous la responsabilité de Kevin Jacot, qui est ici présent ce soir. Cette modélisation, basée sur les données recueillies concernant l'état des charpents avant incendie, constitue en quelque sorte une pièce maîtresse de la documentation numérique. Dans le cadre de cette approche, cette reconstruction est connectée à plusieurs autres ensembles de données. Par exemple, elle est reliée à des milliers de photographies prises avant et après l'incendie, ainsi qu'aux relevés réalisés par Rémi Fromont et Cédric Trantessot, qui ont servi de source primaire pour la modélisation. Ces relevés, associés aux analyses des restes calcinés récupérés à l'extrado des voûtes, ont permis de créer ce modèle fidèle et documenté des structures boisées avant les sinistres. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans ces processus, c'est que ce modèle fournit aux architectes comme une ressource essentielle pour les projets de restauration, est également utilisé par les membres du groupe de travail sur le bois. Comme illustré ici, ces derniers s'en servent pour identifier, inventorier, numériser les éléments actuellement dans les réserves. Et une autre utilisation de cette reconstruction hypothétique réside dans la vérification de l'emplacement potentiel de chaque élément, de chaque vestige, au sein de la structure originale. Cette approche permet aux chercheurs de valider ou de réfuter certaines hypothèses concernant l'identification des fragments retrouvés après l'incendie. En outre, cette modélisation numérique facilite la localisation précise des données dendrochronologiques, c'est-à-dire les données liées à la datation des bois par l'étude des cernes de croissance. Ces informations sont cruciales pour comprendre non seulement la période à laquelle les charpentes ont été construites, mais aussi pour déterminer si elles proviennent de la même phase de construction ou si elles ont été remplacées ou réparées au fil des siècles. Cela permet même de remonter à l'origine des forêts d'où proviennent les bois, notamment par ces analyses. Entrons maintenant dans les détails de notre méthodologie. Le premier défi réside dans la gestion de la transition entre les objets matériels et les représentations numériques.
Ces défis ne se limitent pas seulement à la réalisation d'un relevé tridimensionnel de la cathédrale, il s'agit de concevoir un cadre capable d'intégrer plusieurs numérisations effectuées à différentes échelles, sur différents aspects de la cathédrale et à différents moments dans le temps. L'un des apports initiaux les plus significatifs a été l'établissement d'une stratégie d'alignement entre ces numérisations. Celle-ci nous a permis de comparer les états de la cathédrale à travers différentes périodes. Par exemple, la première application de ces processus a fourni aux acteurs du chantier une comparaison métrique très précise des voûtes avant et après l'incendie, permettant ainsi d'étudier les déformations structurelles causées par les sinistres. Une autre application clé de cette méthodologie a consisté à surveiller les opérations de récupération des débris. Grâce à un dispositif ad hoc basé sur une caméra montée sur un câble, que vous voyez ici en bas, nous avons pu créer un support cartographique quadrimensionnel, donc permettant de mémoriser la position exacte de chaque fragment dans l'espace. Cela a permis de tracer avec précision la localisation de chaque élément et de cartographier systématiquement les restes, en montrant donc les différentes phases avant, pendant et après la récupération des débris sur les surfaces. Et cette approche intégrée garantit que les données recueillies sont non seulement exhaustives, mais également pertinentes pour différentes analyses scientifiques et pour les opérations de restauration aussi. En effet, ces processus méticuleux d'alignement et de comparaison constituent une colonne vertébrale de notre stratégie de documentation numérique. Il permet une analyse fine et significative de l'évolution de l'état de la cathédrale tout le long du chantier de restauration ainsi que des activités scientifiques menées sur site. Un second volet de notre travail de numérisation s'est concentré sur l'échelle des vestiges. Nos avancées nous ont permis de développer des solutions ad hoc pour la numérisation des grands corpus d'éléments. Il ne s'agit pas simplement de numériser des objets isolés, mais bien des collections entières, en mettant en place des procédures harmonisées d'acquisition et de traitement afin d'obtenir des données homogènes et comparables. Cette approche est essentielle pour mener des analyses comparatives précises, comme l'étude des traces d'outils sur les claveaux, ou encore les caractéristiques des surfaces et de la microstructure des matériaux sur les éléments en bois. Sur cette diapositive, vous pouvez voir différentes configurations de nos dispositifs de numérisation. En haut, à gauche, un appareil qui était spécialement conçu pour capturer les détails morphologiques des grands fragments, tels que les claveaux. Au centre, un dispositif qui est utilisé pour numériser les grandes pièces de bois calcinées, tandis qu'un troisième dispositif sur la droite est destiné à la numérisation des petits fragments archéologiques en pierre ou les agrafes en métal. Il est essentiel de souligner que ces numérisations ne sont pas effectuées seulement dans un but de constituer une base de données ou de mémoriser l'état de cet objet, mais pour répondre à des questions scientifiques précises. Les solutions employées sont entièrement conçues pour satisfaire ces besoins analytiques formulés par les chercheurs. Et en bas à gauche, vous pouvez voir un exemple de ces vestiges en pierre que nous avons numérisés. Chaque élément est documenté à partir de centaines de photographies en très haute résolution, à partir desquelles nous calculons des modèles 3D par photogrammétrie. Chacun de ces modèles permet une analyse approfondie des textures, des altérations des surfaces ou encore des micro-détails qui sont liés à l'érosion ou aux marques d'outils. Notre collection de numérisation 3D comprend déjà plusieurs centaines d'éléments et nous allons très bientôt atteindre plus de 1000 éléments numérisés. Et ces numérisations ne se limitent pas à un usage immédiat, bien sûr. Elles constituent une archive scientifique numérique qui pourra être exploitée dans les années à venir et sera ouverte à la communauté.
c'est que ce soit pour des études comparatives, pour des restaurations futures ou encore pour des projets de recherche. Cette démarche garantit la pérennité des données produites et assure aussi une valeur ajoutée à long terme pour chaque acquisition. Alors, nos avancées en matière de numérisation se sont également étendues à la documentation des activités sur site, en mettant en œuvre une méthode qui permet de préserver l'ensemble des informations relatives aux données acquises. Et comme l'illustre cette diapositive, les QR codes que vous voyez représentés ici est lié à une structure de documentation qui enregistre et conserve des informations essentielles concernant la provenance des données. Qui les a produites, où, quand, pourquoi et comment elles ont été créées. Par exemple, au centre de l'image, vous pouvez observer un fragment de l'oculus, de la croisée du transept, c'est-à-dire c'est la clé de la croisée du transept, qui est en cours de numérisation. La photographie est prise à l'aide d'un dispositif calibré, donc qui inclut ces cibles, ce QR code. Et donc, c'est la simple prise des photos qui garantit que l'ensemble des métadonnées nécessaires sont automatiquement collectées. Et cela nous permet donc d'associer les informations sur la provenance de ces données à l'ensemble de la chaîne de traitement qui suit. Comme illustré en bas à gauche, donc, nous utilisons des outils automatisés pour organiser l'ensemble du processus de traitement, depuis la capture initiale jusqu'à la génération des modèles 3D, puis leur visualisation sur le web et encore leur archivage. Une fois que ces données sont organisées dans une structure de fichiers qui est adaptée à différents usages, nous pouvons les publier sous différents formats, tels que des modèles interactifs pour le web, je vous montrerai cela après, ou des fichiers qui sont destinés à l'archivage pérenne, donc l'archivage à long terme. À droite, vous pouvez voir un exemple de génération de fichiers pour la publication en ligne et pour l'archivage. Et ce processus est entièrement automatisé, ce qui permet donc de traiter un très grand nombre d'éléments tout en préservant les informations les plus complètes sur les activités qui les ont générées. L'un des principaux avantages de cette méthode est qu'elle permet donc de conserver ces informations cruciales qui concernent la genèse de l'objet et de les intégrer directement au sein de sa représentation numérique. Et par exemple, l'anastylose de l'oculus, du transept, que vous voyez ici, qui est reconstruite à partir d'une cinquantaine de ces fragments, qui sont visibles donc à la droite de la diapositive, conserve pour chaque fragment toutes les informations détaillées de la chaîne opératoire ayant conduit à sa reconstruction géométrique et visuelle. Donc en intégrant ces informations de provenance dans la structure même des données, nous assurons l'intégrité et le contexte de ces objets. Et cela facilite non seulement l'utilisation dans des projets futurs, mais également la compréhension approfondie par les chercheurs et les restaurateurs qui exploitent ces données pour des études ultérieures. Un autre aspect fondamental de notre recherche concerne la transition des données numériques vers la production de connaissances pluridisciplinaires. Cette transition implique l'intégration de couches interprétatives provenant de chercheurs qui étudient et qui analysent ces objets au sein de numérisation matérielle. Pour atteindre cet objectif, nous avons mené des expérimentations à grande échelle en utilisant une méthode d'annotation tridimensionnelle via la plateforme Aioli, qui est développée au sein de mon laboratoire et qui permet de spatialiser des observations et des données associées. Comme l'illustre cette diapositive, cette plateforme nous a permis d'exploiter des dizaines de milliers de photographies spatialement organisées, représentant plusieurs zones de la cathédrale et plusieurs états temporels. Par exemple, dans l'image en haut à gauche, vous pouvez observer la voûte, une partie de la voûte
annotées en 3D avec des indications associées aux différents phénomènes de dégradation. Ici. Nous avons défini des structures descriptives par zone thématique, intégrant des observations réalisées dans le cadre de l'évaluation de l'état sanitaire de la cathédrale, avec une attention particulière portée à la nomenclature vocabulaire contrôlée afin de garantir la cohérence des descriptions. Le corpus d'annotation diagnostique comprend aujourd'hui plus de 11 000 annotations qui sont réparties sur plus de 200 projets. Chaque annotation est associée à une description détaillée présentée sous forme de champs structurés et des commentaires approfondis, parfois accompagnés des documents joints. Ces annotations et données incluent l'identification et l'analyse des schémas de détérioration, les descriptions des restaurations intérieures, des éléments décoratifs, les vitraux, ainsi que des mesures instrumentales réalisées sur site, telles que les analyses radar des structures ou encore la stratigraphie. Elles permettent également de documenter les interventions proposées par les architectes, qui sont fondées, y compris sur ces analyses, offrant ainsi une vision complète et nuancée des éléments observés et des impacts de ces observations sur les projets. Actuellement, nous travaillons sur l'annotation tridimensionnelle des travaux de restauration, donc appliquée donc à un nouveau état temporel afin de poursuivre cette documentation tout au long du chantier. Notre méthode d'annotation permet de structurer plusieurs couches thématiques liées à des domaines de connaissances variés. Donc, sur la première couche descriptive initiale qui a couvert la cathédrale en entier, donc qui était élaborée pour les diagnostics, des couches supplémentaires issues du chantier scientifique ont progressivement été ajoutées. Ces projets avancent en parallèle, couvrant différents aspects qui se superposent dans l'espace de la cathédrale. Par exemple, des groupes de travail sur les émotions patrimoniales et sur la pierre ont documenté des centaines d'annotations portant sur les marques des maçons, donc les signes lapidaires, afin de mieux comprendre les pratiques des constructions médiévales, mais aussi leur symbolique. En parallèle, le groupe de travail sur les décors s'est concentré sur les portails et sur la galerie des rois de la façade occidentale. Et à ce jour, ce groupe a produit une centaine d'annotations portant sur l'analyse des traces de polychromie restantes. Ces annotations incluent des informations détaillées telles que la date des prélèvements, l'emplacement exact de chaque échantillon, des observations faites lors des interventions antérieures. Et cela permet de mieux comprendre les éléments décoratifs, en particulier les couleurs qui ornaient la façade de la cathédrale au Moyen-Âge, mais que, bien sûr, ne sont plus visibles aujourd'hui. Un autre exemple, celui du groupe de travail sur le bois et les charpentes, qui a réalisé plus de 400 annotations sur l'extrado des voûtes après l'incendie. Chaque annotation est associée à un vestige en bois indiquant son emplacement précis, sa date de coupe pour analyse scientifique, les observations sur la structure, sur les matériaux, tels que les dégradations ou la présence de marques d'outils. Et le groupe a également documenté toutes les tranches de bois examinées après leur prélèvement. Le groupe sur le métal a quant à lui effectué plus de 340 annotations sur les baies hautes, documentant des éléments aussi spécifiques que les assemblages en plomb. Les fiches descriptives incluent des informations techniques détaillées telles que le processus d'analyse du métal ou les dimensions exactes de chaque élément analysé. Et ce groupe a également mené une analyse approfondie d'une cinquantaine d'agrafes sur les murs gouttéraux, donc sur les murs partie supérieure de la cathédrale, afin de comprendre le rôle structurel du métal dans le comportement global de la cathédrale. L'exemple d'une agrafe nous permet d'aborder des questions de recherche que nous traitons aujourd'hui, notamment les relations entre des aspects observables d'un objet et des aspects conceptuels que nous cherchons à formaliser.
En effet, notre objectif est de lier la représentation numérique des objets étudiés avec les connaissances produites à leur sujet. Cela implique d'établir une correspondance entre l'expression purement numérique de ces données et une expression plus sémantique. Alors prenons l'exemple de cet agraphe. Sa position dans l'espace peut être exprimée en coordonnées tridimensionnelles précises. Et cependant, nous pouvons également exprimer sa position en termes de vocabulaire contrôlé, indiquant par exemple son emplacement au sein d'une zone spécifique de la cathédrale. La plateforme Aioli nous permet de spatialiser cette représentation en associant l'emplacement de l'agraphe et de la lier à d'autres informations contextuelles. Et par ailleurs, donc, la documentation scientifique relative à l'étude de cet agraphe, qui produit une série de données et d'informations, doit être, elle aussi, reliée à une structure documentaire capable d'enregistrer l'intégralité du processus analytique. Et comme illustré à droite de la diapositive, cela inclut des coupes effectuées sur l'agraphe, les photographies des plans de coupe, ainsi que les opérations analytiques qui en découlent, telles que les attaques nitales, par exemple, ou d'autres méthodes d'analyse métallographique. Pour décrire et pour documenter avec précision ces protocoles d'études, nous associons à différents objets matériels, nous engageons un dialogue vraiment approfondi avec les différents acteurs du projet et les groupes de travail. C'est un processus long, exigeant, qui nécessite une compréhension mutuelle entre les chercheurs et qui permet de combler l'écart entre les données numériques brutes et la mémorisation des étapes de production de connaissances significatives. L'objectif est de décrire les objets d'étude et les connaissances des différents acteurs, puis de les positionner au sein de cette cathédrale de concepts que nous construisons. Alors, deux avancées significatives ont été réalisées pour atteindre cet objectif. Premièrement, nous avons développé un thésaurus collaboratif. Ceci nous a permis, à ce jour, de compiler plus de 10 000 concepts répartis dans 9 thésauries. Ces concepts couvrent non seulement les objets matériels, mais également les techniques analytiques, les instruments utilisés, ainsi que les acteurs impliqués. La majorité des groupes de travail ont contribué à cet effort en fournissant des éléments propres à leur domaine de recherche, ce qui a permis de créer une base terminologique représentative des multiples disciplines mobilisées. Deuxièmement, ce sont les images encore plus abstraites que vous voyez en bas, nous avons commencé à expérimenter avec des modèles de langage tels que Llama, BART, ChatGPT et Mistral, donc avec de l'intelligence artificielle, pour l'extraction et la catégorisation de ces concepts. Ces outils nous aident à extraire automatiquement des concepts à partir des sources textuelles, en accélérant ainsi les processus de construction du thésaurus. Et parallèlement, nous avons travaillé sur la modélisation sémantique des relations topologiques et méréologiques entre les entités spatiales de la cathédrale. Autrement dit, nous avons développé un modèle permettant de positionner chaque élément, un objet numérique, une archive, un objet matériel, dans le cadre spatial de la structure architecturale, à partir des termes relatifs aux lieux, aux espaces et aux éléments descriptifs. Sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir cette modélisation sémantique qui est illustrée par un graphe des relations entre les entités. Ce modèle relie chaque unité spatiale aux autres entités en contact avec elle, qu'elles soient à l'intérieur, à l'extérieur ou en relation de proximité. Par exemple, si une donnée se réfère à une entité située dans la travée T28 de la cathédrale, nous pouvons lier cette information à toutes les autres entités avoisinantes ou à une relation structurelle avec elles, donc, comme illustré dans les schémas. Et ces modèles topologiques et méréologiques garantissent que toutes les données spatiales soient précisément contextualisées au sein de la structure et donc au sein des représentations de la cathédrale.
Et ces derniers points illustrent que notre objectif ne se limite pas seulement à rassembler des données, à les spatialiser et à les catégoriser, mais aussi à explorer de nouvelles façons d'exploiter ce corpus des données interconnectées. Un exemple particulièrement intéressant est la classification du vaste corpus de photographies que nous avons assemblées. Nous disposons aujourd'hui de plusieurs centaines de milliers de photographies susceptibles d'être connectées entre elles selon différents critères de similarité que nous sommes en train d'intégrer au sein d'une approche de classification complètement automatique. Donc tout d'abord, nous utilisons la similarité visuelle qui est déterminée par des algorithmes de vision par ordinateur. Alors comme vous le voyez en haut à gauche de la diapositive, ces photographies sont analysées automatiquement pour être regroupées en fonction du degré de similarité visuelle et donc en fonction de leur contenu visuel. Ensuite, nous tenons en compte la localisation spatiale, c'est-à-dire la distance euclidienne entre des photographies. Alors nous ne considérons pas seulement cette distance sur le plan géométrique, nous considérons également la distance dans un graphe des concepts de l'espace de la cathédrale. Chaque photographie est ainsi reliée à une unité spatiale précise à l'intérieur ou à l'extérieur de la cathédrale, ce qui permet de visualiser les relations entre les images et mieux comprendre aussi l'inscription au sein du bâtiment. Un autre aspect clé de cette classification est la distribution temporelle que vous voyez ici. Nous avons établi une chronologie des transformations subies par la cathédrale au fil du temps, et en particulier avant et après l'incendie du 15 avril. Et en prenant en compte la dimension temporelle, donc nous sommes capables de retracer l'évolution de certains éléments et d'analyser ces changements structurels et décoratifs observés dans les photographies. Et enfin, nous avons ajouté une catégorisation sémantique à chaque image, c'est-à-dire que ce qu'on voit ici, chaque photographie est enrichie par les termes qui sont issus des annotations, décrivant son contenu de manière précise, comme le montrent les nuages de mots en bas à droite, par exemple, des termes tels que le sol, la zone picturale, les vitraux, barlotières, sont utilisés pour caractériser ces éléments dans les images. Et cela permet donc de relier des photographies à des descriptions spécifiques, facilitant ainsi la recherche par des mots-clés ou par des concepts. Sur ces derniers points concernant les annotations, nous avons choisi d'adopter une approche exploratoire en utilisant de l'intelligence artificielle et des techniques de deep learning, en s'appuyant sur des ressources du supercalculateur Janzé du CNRS. Les travaux en cours combinent des méthodes d'automatisation de la segmentation et de la notation d'images avec une reconnaissance des formes automatique. D'un point de vue technologique, les approches actuelles permettent de discriminer et de reconnaître des formes sur lesquelles elles ont été préalablement entraînées. Donc le véritable défi aujourd'hui réside dans l'exploitation de la grande quantité d'annotations, donc les milliers d'annotations et des termes des vocabulaires que nous avons accumulés tout au long de ce projet pour entraîner ces modèles. À titre d'exemple, nous utilisons des modèles tels que SAM ou CLIP pour générer des masques de segmentation sur les images que nous relions ensuite à des étiquettes sémantiques issues de notre thésaurus. L'objectif est bien sûr d'affiner ces modèles pour qu'ils puissent non seulement reconnaître des formes, mais également intégrer des informations contextuelles telles que les détériorations des matériaux ou des éléments décoratifs, et grâce aux annotations que nous avons déjà collectées. Et cela nous permettrait, par exemple, de générer automatiquement des descriptions précises des éléments architecturaux présents dans une image, tout en les associant aux termes correspondant au thésaurus. Les impacts potentiels de ces travaux pourraient être significatifs, notamment dans les domaines de la conservation, avec la possibilité, par exemple, de détecter automatiquement sur une simple photographie un type particulier de dégradation sur un objet historique. Donc, imaginez un modèle capable d'analyser des images
identifier des fissures ou encore des dégradations biologiques, puis les mettre en relation avec des interventions de conservation adaptées. Ainsi, toutes les annotations concernant les pathologies de dégradation que nous avons accumulées pourraient devenir une ressource précieuse pour le diagnostic d'autres monuments ou d'autres objets patrimoniaux. Et cela m'amène à la dernière partie de ma présentation. Comme nous l'avons vu tout au long de ce travail, nous nous rapprochons progressivement de la construction de nouveaux espaces d'information qui sont situés à l'intersection de la visualisation des objets matériels et de la représentation des connaissances. Nous créons ainsi un corpus de données riche et interconnecté, permettant d'explorer les relations intimes que nous tissons entre objets matériels et connaissances, et en particulier dans un contexte pluridisciplinaire. L'image représentée sur cette diapositive illustre un peu cette démarche. Il s'agit d'un premier prototype d'un environnement numérique conçu pour explorer un corpus d'annotation. Ce prototype permet d'examiner les observations scientifiques selon deux dimensions, donc la dimension physique de la cathédrale et celle où les caractéristiques des objets physiques sont isolées, comparées et reliées à des concepts, des attributs et des qualités. Chaque nœud dans ce graphique correspond à un concept clé, tandis que les lignes qui les relient illustrent les interconnexions entre ces différents éléments. Par exemple, un nœud peut représenter une observation sur une dégradation d'une structure en pierre, tandis qu'un autre peut se rapporter à des études sur la polychromie. Et les connexions permettent donc d'identifier les relations et les corrélations ou encore les recoupements entre ces informations, enrichissant ainsi notre compréhension polyédrique de ces objets étudiés. Alors, l'intérêt de cette approche réside dans la possibilité de naviguer et d'explorer les informations non seulement de manière linéaire, mais en réseau. Donc, en visualisant comme les différentes pièces d'un puzzle s'assemblent au sein d'une grille des relations qui englobe à la fois l'espace matériel et l'espace conceptuel de la cathédrale. Ces prototypes ouvrent la voie à des approches plus interactives, collaboratives, mais surtout multidimensionnelles dans l'étude des objets patrimoniaux et aussi dans l'étude des contextes scientifiques qui les étudient. Pour clarifier la portée de ces travaux, les travaux futurs, il suffit de prendre une seule photographie, comme celle que vous voyez ici sur la droite, et de remarquer toutes les ramifications qui peuvent être extraites de cette photographie en traversant différentes couches d'observation et d'interprétation qui sont réalisées par l'étude collaborative sur la même portion d'espace physique. Nous observons ici que chaque couche d'observation se manifeste à travers des concepts, des attributs descriptifs, des termes de vocabulaire et des trajectoires d'études. Cette approche permet de saisir comment une seule image d'un élément architectural peut constituer la base de multiples interprétations complexes, et ce processus, qui est typique des approches pluridisciplinaires, démontre comment différentes disciplines, que ce soit l'archéologie, la restauration, l'histoire de l'art ou la conservation des matériaux, interagissent et s'enrichissent mutuellement. Ainsi, cette démarche de construction et d'exploration des connexions permet de comprendre non seulement l'objet en tant que tel, mais aussi tout l'environnement de connaissances collectives qui s'articule autour de lui. Dans les années à venir, notre objectif sera de continuer à développer cette capacité à intégrer et exploiter pleinement les données recueillies au sein de cette aventure collective. Et en construisant ces réseaux d'interprétation, nous pourrons non seulement documenter avec plus de rigueur, mais aussi relier les différentes facettes de l'objet patrimonial à un corpus de connaissances plus vaste. Nous disposons désormais des outils nécessaires pour approfondir ces explorations et formaliser encore plus finement les relations entre les objets matériels et les connaissances qu'ils génèrent. Je conclurai avec cette image à droite, peu compréhensible, comme d'autres d'ailleurs, j'imagine. Cette image évoque visuellement une galaxie.
Il s'agit de la visualisation spatiale de plus de 7000 termes de vocabulaire qui sont extraits de l'ensemble des articles de ce numéro spécial d'un journal, d'une revue scientifique, un Journal of Cultural Heritage. Donc, ce qui est contenu sous forme d'articles ici est représenté dans l'image que vous voyez sur la droite. Donc, il s'agit d'une trentaine d'articles qui ont été rédigés par différents groupes de travail du chantier scientifique. Je suis content d'en laisser 2 copies à la maison franco-japonaise. Et ces termes couvrent une large gamme de concepts qui sont en lien avec les différentes parties de la cathédrale, les détails de sa construction, ses matériaux, ses phénomènes d'altération, mais aussi toutes les questions scientifiques qui sont soulevées, les méthodologies appliquées et les instruments utilisés. Il reflète également les disciplines qui sont impliquées dans cette vaste étude pluridisciplinaire. Et donc, toutes ces petites connexions que vous voyez représentées entre ces nœuds dans cette galaxie représentent les liens que chaque article a établis selon sa propre perspective de recherche entre ces concepts. Chaque connexion entre ces concepts raconte une histoire spécifique liée à une étude ou à une analyse. Et ensemble, elles forment une cartographie très complexe encore de ces connaissances accumulées sur la cathédrale. Et l'enjeu analytique de ces nouveaux territoires de données devient évident pour moi. Il s'agit non seulement d'explorer un monument unique, mais aussi de révéler des corrélations et des schémas d'interprétation qui peuvent être étendus à d'autres objets matériels et à d'autres champs de connaissances. Le véritable défi de cette représentation multidimensionnelle à étudier est d'intégrer, de rendre accessibles ces informations de manière à faciliter l'analyse et l'exploration. Et ce que vous voyez ici est, à notre avis, une première étape, vraiment vers une nouvelle forme de documentation scientifique. Elle établit de manière explicite des liens entre des objets matériels, comme Notre-Dame, et une galaxie de connaissances accumulées autour d'eux. Il s'agit d'un défi ambitieux, mais également d'un modèle reproductible, qui pourrait être appliqué bien sûr à d'autres monuments ou à d'autres objets patrimoniaux. Nous disposons encore de plus de 3 années de recherche pour approfondir ces matériaux riches, l'analyser en profondeur, surtout l'associer progressivement à la cathédrale physique Notre-Dame. Et nous aspirons ainsi à matérialiser cette cathédrale des connaissances de manière numérique et collective. Merci beaucoup pour votre attention.